a bien voulu m'associer à ce panel. J'en profite aussi pour saluer tout le monde, toutes les personnes que je connais, peut-être de loin, des écrivains, des cinéastes, des frères qui sont là. Malgré mon état de santé très, vous devez pouvoir le sentir. Donc, je suis très souffrant, mais j'ai tenu quand même à faire le déplacement, à venir. 10 minutes, ce sera assez peu, mais on va essayer quand même de dire quelques mots sur le thème que vaut la littérature africaine aujourd'hui. Donc, à mon humble avis, se poser la question de savoir que vaut la littérature africaine aujourd'hui, c'est peut-être une manière aussi de se poser la question que vaut la littérature tout court. C'est vrai qu'il y a quelques particularismes dans la littérature africaine, mais à mon avis, discuter de la littérature africaine ou bien de la littérature japonaise ou de la littérature chinoise, c'est discuter tout court de la littérature. Pour la littérature africaine aujourd'hui, je vais essayer d'être court, même s'il m'est très difficile, je suis très prolixe d'un point de vue de l'oralité, même du texte, hein, je ne vous le cache pas. J'ai un très long texte, peut-être que vous l'aurez plus tard, mais je vais essayer de toucher un certain nombre de points autour desquels on va discuter. C'est comme ça souvent que je prépare mes exposés. Se poser la question de savoir que vaut la littérature africaine aujourd'hui, ne revient-elle pas à s'interroger sur la valeur, pas seulement marchande de la littérature, parce que la littérature aussi a une valeur marchande, peut-être qu'on va y revenir tout court, mais en général, quel est le poids réel de la littérature dans l'imaginaire? C'est surtout cela mon axe. Quelle est la valeur esthétique de la littérature africaine? Ses liens avec les sociétés africaines, ses liens avec l'économie politique africaine, en réalité. En quoi elle rend compte de l'imaginaire artistique des sociétés africaines en mutation? J'ai l'habitude de le dire, et souvent on me taquine, je ne suis pas anti-francophone et autres, mais j'essaie souvent d'aller voir ailleurs. Nous avons remarqué qu'en francophonie, nous n'avons pas une grande tradition d'aborder la littérature sous l'angle de la connaissance des sociétés humaines. Les anglophones ont beaucoup plus cette tradition d'aborder la littérature. C'est un point de vue très défendable. La particularité des anglophones surtout, et je vais y revenir, c'est d'aborder surtout la littérature sous l'angle des sciences humaines, de la sociologie. Quelquefois, il n'y a même pas de frontières. Dans beaucoup de pays anglophones, la littérature est un puissant matériau d'analyse historique et sociologique. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays francophones, notamment le Sénégal. Mais une grande production artistique qui informe la société dans un mouvement de réception, mais qui, à rebours, est aussi informée par les lames de fond qui travaillent la société. Dans beaucoup de pays, la littérature est considérée non seulement comme une production artistique qui informe la société, mais qui aussi, à rebours, par un mouvement d'osmose, donc informe la littérature en tant que telle. La littérature, donc, est un vase communicant en réalité. Elle informe la société, mais elle est aussi informée par les différentes mutations qui traversent cette société même. Cette conception, qui me semble être la plus proche de mes convictions littéraires, parce que la littérature, c'est aussi des convictions. Cette conception-là que je développe est plus proche, à mon avis, de mes convictions littéraires, qui n'a rien à voir avec l'utilitarisme. Vous savez que les anglophones sont très utilitaristes, mais quand même, c'est une conception qui n'a pas grand-chose à voir avec cela. Et c'est un constat qui nous a donné des penseurs littéraires qu'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde anglophone. Il s'agit d'abord d'Edward Said. Edward Said, on le présente souvent sous un autre angle, mais moi je le considère comme l'un des plus éminents critiques littéraires. Lisez l'orientalisme, vous saurez que voilà, Edward Said est un critique littéraire. Cette conception de la littérature aussi nous a donné une dame, une star, qui est presque une star dans les campus américains, qui s'appelle Gayatri Spivak. Elle est indienne. Cette conception de la littérature aussi
nous a donné quelqu'un comme Homi Bhabha. Homi Bhabha, c'est un Indien. Cette conception de la littérature nous a donné aussi un anglophone, Jacques Derrida. C'est vrai que Jacques Derrida est francophone plutôt, mais c'est le francophone le plus anglophile des philosophes français. Ils sont tous de tradition littéraire, tous ceux que je viens de citer, à part Derrida. Mais ils tiennent la dragée haute aux plus grands analystes des sociétés humaines, comme les philosophes, les historiens et les sociologues. C'est ma manière d'introduire un peu sur la littérature. La littérature est un matériau d'analyse de nos sociétés humaines. Une dame comme Judith Butler, pour ceux qui s'intéressent à la question du genre, Judith Butler, qui est américaine, qui est le chantre des Gender Studies, est professeur de littérature comparé à l'Université de Californie. Pourtant, aucune discussion, aucun débat sérieux ne peut se faire sur le genre, sur les mutations sociales liées à la femme sans cette dame qui enseigne la littérature, etc., etc. Si vous lisez le dernier Piketty, Thomas Piketty, c'est vrai que c'est 1000 pages, mais il faut le lire quand même. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui l'ont lu, mais moi j'étais impressionné par la présence de Balzac dans un ouvrage d'économie. Honoré de Balzac est omniprésent dans cet ouvrage. Balzac, surtout Jane Austen, qui est dans le monde anglo-saxon, et un autre auteur. Même Marcel Proust est très présent. Donc il convoque les écrits de ces romanciers pour éclairer les inégalités du monde au XIXe siècle. Je fais cette introduction parce que dans notre pays, au Sénégal, et surtout dans le monde anglophone, il y a un regard assez négatif d'un point de vue scientifique, je veux dire. La littérature n'est pas souvent considérée comme une théorie de la connaissance. C'est vrai que, bon, pour un puriste de la philosophie, l'art n'est pas une théorie de la connaissance, mais elle peut quand même être convoquée pour éclairer les sociétés humaines. Balzac est omniprésent dans le Capital de Piketty. Je ne comprends pas pourquoi Sembène Ousmane n'est pas cité dans les thèses des étudiants sur l'histoire de la modernité africaine. C'est l'un des plus grands historiens pour moi, d'un point de vue de la représentation, plutôt, parce que c'est un romancier. Sembène, dans ses films et dans ses romans, il donne un point de vue très particulier sur l'histoire moderne. Il peut être cité dans n'importe quelle thèse de philosophie et de sociologie. Et malheureusement, cette tradition n'a pas souvent cours dans nos sociétés francophones. Emmanuel Todd, que vous connaissez, qui se dit prophète, qui a prédit. Emmanuel Todd s'est fondé pour prédire la chute de l'Union soviétique dans les années 60. Entre autres arguments, il s'est fondé sur la littérature fantastique de la Russie. Comment les Russes se projettent dans l'espace pour prédire la chute de cette société. Vous vous rendez compte? C'est génial comme approche. Pour moi, un Sembène Ousmane peut nous renseigner de façon formidable aujourd'hui sur les sociétés modernes africaines. Pourtant, c'est un romancier. La littérature a une valeur sociologique, elle a une valeur même anthropologique, parce que c'est l'homme qui se projette. Pour connaître l'homme, pour connaître le Sénégal, il faut lire Élie Charles Moreau, il faut lire nos doyens pour connaître le Sénégal, parce que c'est l'homo sénégalensis qui s'exprime. En Afrique, nous avons quelqu'un comme Moudimbe, qui est linguiste de formation et qui est philologue, mais aussi qui est romancier et qui est poète, qui enseigne aux États-Unis. Sa formation de base est littéraire. Mais Moudimbe, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs connaisseurs des sociétés africaines. Son dernier ouvrage, The Invention of Africa, est une référence pour la connaissance des sociétés africaines. Pourtant, c'est un littéraire. Il est exilé aux États-Unis. Bon, je vais citer beaucoup d'exilés, peut-être que c'est un autre débat. Ouais. Je vais aller très vite. Voilà. Il y a un autre Congolais, je vais revenir sur le Congo. Mais ça, c'est le Congo de l'autre fleuve, Kinshasa. Il y a quelqu'un qui a un nom assez, bon, je ne dis pas barbare, bizarre, Pius Ngandou Kachama, que les littéraires connaissent. C'est une référence, c'est un littéraire. Il est poète, critique littéraire, romancier, il est tout à la fois.
mais son champ de déploiement essentiel aujourd'hui, c'est les sciences humaines. Il écrit en anglais, il écrit en français, mais il écrit depuis quelques années en Chiluba aussi, sa langue natale. Donc voilà des hommes qui ont une formation littéraire de base, mais aujourd'hui qui nous informent beaucoup sur la... Donc la littérature est donc une connaissance intuitive, une connaissance presque gnostique des choses et des êtres. L'autre me taxe souvent, le poète, Samba, il me dit que bon, tu as une conception trop mystique de la littérature. Pour moi, c'est un handicap culturel pour un honnête homme d'ignorer la littérature et le cinéma. Moi, quand je discute avec quelqu'un, s'il ne connaît pas beaucoup sur la littérature et le cinéma, bon, je suis très déçu. Très déçu. Quelqu'un qui n'a pas regardé tous les films de Djibril Diop Mambéty et les livres de Senghor et autres, Hamidou Kane, bon, je suis très déçu. Donc ça fait partie un peu... La littérature n'est donc pas de la rêvasserie ou du bavardage inutile. C'est pourquoi j'ai fait cette introduction, qui est littéraire. Là. Voilà. Les gens le disent, hein, littéraire, c'est-à-dire il bavarde, il fait du blabla, même si le blabla, c'est pas n'importe quoi. C'est un mot qui a été inventé par Céline, un virtuose de la langue. Donc la littérature, elle a un lien quasi nécessaire avec la vie et l'histoire des hommes et l'être même des hommes. L'esthétique, sur l'esthétique de la littérature africaine, je ne serai pas long. Hein. Bon, il y en a qui sont plus forts que moi dans ce domaine. Il y a beaucoup de particularisme dans la littérature africaine, beaucoup. Mais souvent, bon, on en a discuté déjà à l'université, en dehors de l'université. C'est vrai qu'on nous a appris beaucoup de particularismes dans les... Mais pour moi, la plupart de ces particularismes sont secondaires. Ce sont des particularismes qui ghettoisent la littérature africaine. Pour moi, les écrits de Ablaye Eliman Kane, c'est de la littérature. Et Charles Moreau, c'est de la littérature. En fin de compte, c'est de la littérature. C'est vrai qu'il y a quelques particularismes que je vais énumérer, qui sont très discutables. Il faut avoir le courage de ces idées. Il y a un rapport heureusement désinvolte et distant avec les langues étrangères dans la littérature africaine. J'insiste sur désinvolte. Donc c'est voulu. Hein. Chez certains, ce n'est pas voulu. Ils ne maîtrisent pas la langue. Voilà. Ils font du brochlo, ils entrent par effraction à travers des kouroumas et autres. Je ne sais pas si vous... Voilà. C'est des intrus. En réalité, ils ne maîtrisent pas la langue. C'est ça le problème. Mais il y en a qui ont un rapport voulu et désinvolte et distant avec les langues étrangères. Voilà, qui cachent certains auteurs une carence notoire de maîtrise de la langue, c'est vrai, mais pour d'autres, ils sont nombreux, qui ont une volonté d'apparaître vers un autre langage littéraire. Voilà, cette distance-là. On le trouve même chez un poète comme Ibrahima Sall, je vais revenir beaucoup sur ça. Il y a un rapport assez distant avec la langue française. C'est une littérature qui ne cherche pas forcément la philosophie aussi, pour moi. Je ne dis pas que c'est une littérature qui n'a pas d'idées, non. Je vais être très précis. La littérature africaine, c'est une littérature qui ne cherche pas forcément la philosophie. C'est une littérature, un mode de pensée, de création, qui échappe à l'idée selon laquelle la profondeur n'existe que dans le raisonnement discursif. C'est assez long comme phrase, mais voilà. C'est une littérature, un mode de pensée, de création qui échappe à l'idée selon laquelle la profondeur n'existe que dans le raisonnement discursif. C'est vrai qu'il y a en Afrique, il y a des pratiques discursives. C'est vrai, hein? Mais le monopole des pratiques discursives qui naît des Lumières, hein, dans le monde, tout le monde pense que la raison elle est occidentale. C'est vrai, elle n'est pas occidentale, mais elle a une histoire quand même. Mais la littérature africaine a la particularité d'essayer d'échapper au raisonnement discursif. La littérature africaine, à mon avis, c'est une littérature de l'infini et du devenir, plus qu'une littérature de la profondeur philosophique. Ah oui, il y a des types d'écrivains qu'on trouve ailleurs, au Japon, en Chine. Ce type d'écrivains, c'est difficile de les créer dans nos sociétés africaines. Nous avons nos particularités. Nous sommes beaucoup plus dans la projection de l'infini et du devenir, plus que dans la profondeur. C'est vrai que les universités et les écoles nous ont appris un peu, et c'est une déformation, qu'il faut être tout le temps profond. Elie Charlemont n'a pas besoin d'être tout le temps profond, il a besoin d'être aérien, d'être éthéré, un peu. La profondeur ne signifie pas forcément
la profondeur n'a pas forcément un contenu déontologique, c'est ça. C'est pas forcément bien. Un poète chinois comme Hai Qing, il n'est pas profond, il est toujours dans l'infini, tout le temps. Il est paysagiste, pourtant c'est un grand poète. Donc les Africains, souvent, ils sont moins dans la profondeur philosophique que dans la description de l'infini et du devenir. C'est une esthétique qui a provoqué un malentendu. Ablaye, c'est bon avec le temps? Ablaye, le temps, les 10 minutes. Voilà. Cette esthétique de l'infini, la tentative d'échapper à la profondeur, c'est une tentative. Ce n'est pas une incapacité. Chez Sambène et autres, vous ne trouverez pas de grand développement philosophique. Non, il n'y en a pas. Entre nous, il n'y en a pas. Je pense très haut, Sambène ou autres, et il n'y en a pas. Et je pense que peut-être c'est voulu. Ce n'est pas parce qu'il n'a... Sambène, c'est un grand lecteur, il a lu les Jack London et autres. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le bagage. Mais c'est dans son mode d'écriture. Mais cela a créé un malentendu, surtout chez les héritiers. Je lis un peu les héritiers. Cette manque de profondeur, l'infini et le devenir, qui est une marque de fabrique chez beaucoup d'auteurs africains connus, a fait accroire qu'on peut faire de la littérature sans idée. Dans la toute nouvelle génération, beaucoup pensent qu'on peut faire de la littérature sans idée. Sans idée. Il y a une forte carence d'idées chez beaucoup de nos auteurs. 2 choses font la littérature, à mon avis. 2 seulement. Bon, il y en a d'autres choses, d'autres sentiments qui sont peut-être secondaires. Il y a d'abord une puissante capacité d'imagination pour faire de la littérature. L'imagination, elle peut être innée, mais je vous assure, l'imagination, souvent, elle est davantage fouettée. Elle peut être fouettée par des pratiques spirituelles, de lecture, d'écoute et de vision. Il faut une grande capacité d'imagination pour faire de la littérature. Et elle peut être fouettée. Avant d'écrire, pour écrire, il faut beaucoup lire. Quelqu'un qui n'a pas lu ne peut pas écrire. Il faut aussi beaucoup regarder. Regarder la nature, regarder des œuvres cinématographiques, pourquoi pas, écouter. Donc il faut une grande capacité d'imagination, il faut aussi des idées fortes pour faire de la littérature. On ne peut pas faire de la littérature sans élaborer aussi un projet littéraire. Beaucoup se lancent comme ça dans la littérature. Ils ont un thème, un sujet, un titre, des trucs très secondaires, hein. Même un thème. C'est très facile d'avoir un thème, la femme, l'homme, c'est des trucs, hein, c'est très facile de l'avoir. Mais un projet littéraire, il faut d'abord, les écrivains qui sont là savent qu'il faut un projet littéraire pour faire un livre. Il faut d'abord avoir le projet. Et dans le projet, il y a la dimension de la projection, la dimension philosophique un peu, la dimension de la vision. Donc il faut une vision pour faire une œuvre. Des auteurs ont écrit pendant des années sans projet. Sans projet. Ils n'ont aucun projet. Ils écrivent comme ça. Ils vont écrire sans ouvrage, sans être de grands auteurs. C'est vrai qu'il y en a qui ont écrit avec des projets, mais ils ont quand même quelques insuffisances au plan de l'écriture et de l'imagination. Mais ce n'est pas très grave. Il y a des écrivains qui ont écrit peut-être 100 romans, mais qui ne sont pas de grands écrivains. Il y en a. Et qui le disent, hein? Jean d'Ormesson, il dit que son principal regret, c'est de n'être pas devenu un grand écrivain. Ce sont regrets. Il sait, d'ailleurs il ne l'est pas, il le sait. Il n'est pas un grand écrivain, et il le dit. Ces écrivains sont prolixes, mais ils n'atteindront jamais l'universel. Il y a un garçon, j'ai dit garçon parce que ça peut se dire, qui s'appelle Cheikh Hamidou Kane. Souvent, on ne dit pas souvent son cas. Il y a un autre, c'est un Mexicain, qui s'appelle Juan Rulfo. Ils n'ont écrit que 2 ouvrages, 2. Et c'est des écrivains majeurs du XXe siècle, à mon avis. Juan Rulfo n'a écrit que 2 ouvrages. Ensuite, il s'est tué parce qu'il n'avait plus rien à dire. Parce que quand on n'a rien à dire, peut-être qu'on s'était, bon, la deuxième partie de la phrase n'est pas très gentille, mais c'est quand même vrai. Cheikh Hamidou Kane a écrit 2 ouvrages. Juan Rulfo, qui est considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle, n'a écrit lui aussi que 2 ouvrages. Ils avaient quelque chose à dire. Ils l'ont dit. Le premier l'a dit en 2 romans, l'autre l'a dit en un seul recueil de nouvelles et un roman. Et ils se sont tus. Arthur Schopenhauer l'a dit, et tout le monde le sait, le style, c'est avoir quelque chose à dire. C'est ça le style. L'actualité de la littérature africaine maintenant. Rapidement. 3 minutes.
et gamme, comme disent les Peuls, et gamme, c'est comme ça. En quoi elle est actuelle, la littérature, alors qu'elle devrait être inactuelle à certains aspects? Mais mon Dieu, les gens dans ce pays ne discutent que d'actualité, même les écrivains. Alors qu'ils devaient mettre un peu d'actualité et être beaucoup plus inactuels. Ah oui, on attend des écrivains qui soient beaucoup plus inactuels que d'être actuels. Donc en quoi cette littérature est actuelle? C'est important d'être actuel, mais il faut être très inactuel aussi. Même au Coran et à la Bible, on demande d'être actuel. C'est terrible de s'adapter. Assumer l'inactualité, l'utopie esthétique, il faut l'assumer. Quelqu'un comme Kawabata, il se dit voilà, que 1000 bombes tombent sur le Japon. Je n'en ai cure. Seul compte la poésie. Bon, c'est un peu fou, mais ça vient d'un bonhomme qui s'appelle Yasunari Kawabata. Il faut l'assumer. Il y a des éléments d'inactualité, et je vais le citer. Il y a des éléments d'inactualité dans la littérature africaine. Il y en a chez Ibrahim Sall, notre ami Sall, mon Dieu Sall, que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, qui est la plume la plus alerte du Sénégal. Il y en a chez Abdou Antaka. Oui. Il y en a chez Kofi Kouayoule et d'autres que vous connaissez. Il y a beaucoup d'éléments d'inactualité dans le livre. Qu'il s'agisse de l'écriture, de l'édition ou de la lecture, à mon avis, la littérature africaine a toujours épousé les contours de l'histoire du continent. Elle se distingue par une extrême modernité. Nous avons une littérature extrêmement moderne, elle-même caractéristique des sociétés africaines secouées par des mouvements de changement profond. La littérature est, rapidement, je vais lire, Ablaye, excuse-moi. La littérature est en elle-même une puissante volonté de communiquer avec le monde. Actuellement, la littérature africaine veut communier avec le monde. C'est une littérature ouverte. Contrairement à beaucoup de mes collègues professeurs de français disent aux élèves, la littérature africaine aujourd'hui dépasse la dialectique de l'enracinement et de l'ouverture. Le conflit là, qui était assez violent il n'y a pas longtemps dans cette littérature, n'existe plus. Même un Léopold Senghor, dont la notion d'enracinement colle à la peau, trône aujourd'hui magistralement sur le siège de l'écriture moderne aux côtés de Frantz Fanon, Édouard Glissant et même chez Ante Diop. Je ne sais pas si vous lisez un peu les auteurs des sciences humaines en Afrique. Ces auteurs-là sont cités dans le même paradigme. Senghor, Édouard Glissant, Frantz Fanon, chez Ante Diop, Édouard Glissant. Ils sont cités dans le même mouvement à travers les travaux scientifiques les plus sérieux sur l'Afrique. Je vous envoie aux écrits de Achille Mbembe, de Paul Girois, un Africain de la diaspora, qui est professeur de sociologie en Angleterre, du professeur Mamadou Diouf, de Valentin Moudimbe et de Norman Adjari. Mais même le très radical et grand écrivain Ngugi wa Thiong'o, qui se dit aujourd'hui afro-saxon, je ne sais pas trop ce que cela veut dire, certainement une référence à sa double culture anglaise et africaine. Les observateurs les plus fins de la littérature africaine embrassent dans un même mouvement critique ces différents auteurs qui, il n'y a guère, étaient perçus à tort comme les défenseurs aveugles de l'authenticité africaine. Achille Mbembe est un historien, comme vous savez. Mais j'ai lu des pages critiques littéraires d'Achille Mbembe, c'est un historien de base. Il dit: le lieu de naissance de cette littérature est une structure d'épouvante. La littérature africaine est née d'abord de la peur, au sein de laquelle, la littérature moderne, je veux dire, au sein de laquelle l'Afrique apparaît sous la figure de ce qui n'est jamais parvenu à l'existence et qui, en tant que tel, est privé de toute force de représentation. Beaucoup d'auteurs africains qui se battent, même un Boris Diop, je le cite, qui se battent là-bas. Mais ils se battent, hein. Ils se battent. Je vous assure. Et ça, c'est des informations que les gens doivent savoir. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un débat autour de la notion de littérature francophone. C'est un mot très sensible, littérature francophone. Parce qu'en France, quand on dit littérature francophone, les Michel Houellebecq et autres n'en font pas partie. Littérature francophone, c'est les Français d'origine, voilà, qui viennent d'ailleurs, les Dokhondem. Donc il y a un travail à faire. La littérature est née sous ce, voilà,
Je vais conclure, Ablaye. C'est dommage. C'est dommage, Ablaye. Voilà. Bref, pour conclure, la littérature africaine s'est beaucoup renouvelée. Elle s'est beaucoup renouvelée en réalité. Il y a de grands auteurs en Afrique. Il y en a qui ont une dimension mondiale. Je ne comprends pas pourquoi un Gugu Wationgo n'a pas le prix Nobel de littérature. C'est vrai que c'est l'académie là-bas, ils sont très vieux, ils ne lisent plus. Mais c'est vrai. Voilà. Césaire n'a pas eu le... Ils n'ont jamais couru derrière des prix. Ça n'a aucune signification pour eux. Mais une institution comme le prix Nobel de littérature qui ose ignorer quelqu'un comme Césaire, comme Marcel Proust, comme Kafka, comme Jorge Luis Borges, l'Argentin, qu'il faut lire absolument pour être un peu plus intelligent, parce qu'il est terrible. C'est une académie qui a ignoré tous ces écrivains. Mais aujourd'hui, il y a un renouvellement de la littérature africaine. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont médiocres. Il y a des écrivains médiocres en Afrique qui ne sont pas du tout bons. Il y en a qui sont exécrables. Non, il y en a. Ça dit qu'ils ne sont pas encore des écrivains, parce qu'un écrivain n'est pas forcément... Un auteur n'est pas... C'est des auteurs, ils ne sont pas encore... Voilà, vous voyez un peu. Donc la littérature s'est renouvelée. Et à mon avis, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'elle s'est renouvelée au Sénégal? Pas suffisamment. La littérature sénégalaise pouvait se renouveler à partir de ça, l'écriture. L'écriture à partir de la colère eschatologique, c'est comme ça que je l'appelle. Je ne sais pas si vous avez lu les routiers de Chimère, sa fameuse colère-là, dans les latrines. Ça, il est terrible. Oh, c'est un poète, il connaît ça. Notre littérature pouvait se renouveler à partir d'Ibrahim Sall. Elle pouvait se renouveler à partir d'Abdou Anteka. Ah, la fille des dieux, c'est terrible. Je ne comprends pas aussi qu'il n'y ait pas suffisamment de littérature fantastique, surtout fantastique. Voilà, je ne comprends pas trop. Il y a d'autres, ils sont là autour de la table, et c'est renouvelé, Ablaye Liman Khan, autre. Ablaye, Djegolode. Une autre littérature est possible à mon avis. Et pour cela, il faut sortir de la littérature scolaire. Notre littérature est trop scolaire. Trop. Ablaye Liman Khan est lu sous le prisme de l'école, des écoliers. Le jeune qui apprend à lire, à écrire, il écrit en passant qu'il sera lu par un élève. Notre littérature est trop scolaire. On peut apparaître vers un langage universel. On peut avoir une édition locale puissante. Pour moi, il faut aller vers une véritable industrie du livre. Et il n'y en a pas encore. Pour moi, chaque éditeur devrait s'enorgueillir en disant que j'ai édité tel auteur ou autre. Ablaye Diallo devrait dire, moi, j'ai édité Ibrahim Sall. Parce qu'un éditeur, c'est un poète manqué pour moi. Poète manqué. Voilà. Vous devez vous enorgueillir de dire que moi, j'ai édité telle personne. Chaque maison d'édition, courir, pourquoi pas, derrière un grand auteur. Encourager les belles plumes. Il y en a dans la presse des jeunes. Un éditeur, il doit avoir un flair éditorial aussi. Un flair éditorial. Il y a un grand journaliste qui est là, qui connaît ce que c'est qu'un flair éditorial. Il doit l'avoir. Il y a des jeunes qui sont dans la presse, qui font des contributions et autres. Il faut aller vers eux, les encadrer, les pousser à écrire. Il faut leur trouver des bourses d'écriture. Il y a des jeunes, vous leur donnez de quoi manger de midi à 14h, et prendre du thé, ils vont écrire un roman Dostoïevski, un roman de 500 pages. Il y en a ici, ils le peuvent. Et ça, c'est le travail des éditeurs, c'est le travail aussi des décideurs. Il faut que nos autorités aussi vraiment sachent qu'il y a un potentiel et que ce pays peut rayonner à travers la littérature et le cinéma. Je ne peux pas parler de littérature sans cinéma, ça a un lien affectif. Je m'excuse d'avoir été très long et d'être venu à